Bonjour, chapitre 65. Une femme normale. Frère Jean Elizondo fut le premier à rompre le silence. Avant que tu repartes, j'ai une mission à confier au cartographe. Tout plutôt que de rester avec mes pensées. Frère Jean Elizondo le prit par le bras et ils marchèrent le long du cloître. Nous sommes en procès pour les terres du couvent, un simple différend, mais nous devons fournir une carte pour exposer nos griefs devant le juge. Je m'en chargerai. En attendant, je vais te présenter au nouveau frère et tu partageras notre repas. Dans le réfectoire, les franciscains prenaient place. La pièce était décorée de fresques mettant en scène saint François. Chacun s'assit derrière sa gamelle de soupe et se mit à manger. Alors, lui demanda frère Jean Elizondo d'une voix forte, pour que tous entendent, est-ce vrai ce que l'on raconte sur ce pays? Discours raconta. Il laissa le portrait des pasteurs qu'il avait connus au fil des ans, l'évêque Naüs et ses sinistres prophéties, le pasteur Gothus et ses appels désespérés, le pasteur Pontanus et son fanatisme inquiétant. Ils ne dirent rien de leurs excès, de leurs travers, de leurs nuisances. Est-il définitivement perdu pour nous autres catholiques? Demanda un frère en bout de table. Il l'est peut-être, mais l'est-il pour la foi? Et ces sorciers dont on parle, on dit encore qu'ils vénèrent des esprits inquiétants. C'est vrai, j'en ai été témoin sans pouvoir affirmer que c'est du diable dont on parle. Si c'était le diable, tu l'aurais su, lança frère Jean. Autour de la table en chêne, les frères approuvèrent. Ils restèrent un moment perdus dans leurs pensées. Je vois des choses plus inquiétantes. Et qu'est-ce qui peut être plus inquiétant que la présence du diable? Quand à leurs yeux, les rituels lapons sont assimilés à ce qu'ils considèrent comme l'hérésie catholique. Jean Elizondo tapa du poing sur la table, exprimant l'avis des frères présents. J'ai presque envie de te suivre là-haut pour en avoir le cœur net. Ils moquent vos discussions sur l'Immaculée Conception. Ils font de même avec ce qu'ils appellent le mythe de l'Assomption de Marie. Les murmures indignés des frères envahirent le réfectoire aux murs décorés de fresques célébrant leurs vœux de chasteté, pauvreté et obéissance. Ils trouvent que nous nous livrons à de la mariolâtrie, nous jugent excessifs et veulent voir en Marie une femme normale. Une femme normale, à la bonne heure. Nous avons été trop tendres avec ces blasphémateurs, s'écria un frère en bout de table. Ils croient peut-être que Jésus est tombé d'un arbre, s'indigna un autre. Ils admettent la naissance de Jésus de la Vierge, mais considèrent Marie comme une témoin de premier plan, mais juste une témoin, et se méfient beaucoup de tout ce qui peut ressembler à un culte. Pareil avec ce qu'ils appellent notre manie des saints, et en ça ils nous comparent à ces lapons qui ont de multiples dieux et déesses, voient la divinité en toute chose vivante. C'en est trop, dit un frère, et quand je pense que nous tolérons encore de tels protestants dans notre pays, que font-ils de la pureté de la Vierge? Et toi, Isco, reprit frère Jean Elizondo, après toutes ces années passées auprès d'eux, as-tu quelque tolérance pour leur vue? Isco prit le temps de réfléchir. Ils puisent au même texte que nous, mais je ne vois dans leur manière que brutalité et désir d'asseoir leur pouvoir. Frère Jean Elizondo se redressa. Eh bien, je te trouve bien du mérite, Isco, de t'être ainsi exposé à tant de médisance. La médisance est-elle si éloignée des abords de ce lieu même? Cette fois-ci, les frères gardèrent le silence, échangeant de regards furtifs. Bien. Allons nous promener, dit seulement frère Jean Elizondo. Le réfectoire se vida d'un coup. Isco et frère Jean Elizondo marchaient depuis une vingtaine de minutes. Ils avaient longé la place de Saint-Jean-de-Luz, là où Isco, bien des années auparavant, avait alerté de l'arrivée de la vague. Ils longèrent le bord de mer et montèrent vers la Talada. Impression bizarre pour Isco. Ce lieu appartenait à la mémoire de deux enfants à l'aube de leur vie d'aventure, qui avaient de percer le souffle des baleines. Et voilà qu'il s'asseyait sur le muret, aux côtés d'un prêtre, porteur d'un mystère qu'il n'était pas sûr de vraiment vouloir découvrir. Sais-tu d'où je viens? Il enleva son capuchon et s'exposa à la brise, avec une délice apparente. Il y a quelques années, j'ai été, avec d'autres frères, appelé dans une petite ville de Provence, Saorge, pour y soigner la population d'une épidémie de peste. Tu sais que je suis un peu guérisseur. Beaucoup sont morts, mais nous avons pu en sauver, et les survivants nous ont demandé de rester. Nos frères y construisent un couvent maintenant. C'est cela que nous faisons. Nous nous installons, non pas loin du monde pour nous consacrer à la prière, comme les moines, mais là où la souffrance règne, là où il faut réparer les plaies.
Isco voyait bien là où Jean Elizondo voulait l'amener. Pourquoi avez-vous construit ici? Le franciscain prit son temps. De leur point de vue, Isco et Jean dominaient toute la baie. En face d'eux, plusieurs navires étaient à l'ancre, une pinnace française et 2 galions hollandais revenant des Indes. En dépit du conflit en cours, Isco apercevait même quelques caboteurs espagnols qui profitaient de l'accord commercial entre Basques de part et d'autre de la frontière. De l'autre côté, le fort de Sokoa protégeait les berges. Au milieu de la baie, la Nivelle s'enfonçait vers la gauche, vers les terres, séparant Cibourg au loin de Saint-Jean-de-Luz. Les frères Récollets se trouvaient au milieu de la rivière. Tu vois notre chapelle, embouchure, le partage des eaux, Moïse, Elizondo sourit. Le partage des terres, la frontière. Nous sommes la frontière. La frontière entre Cibourg et Saint-Jean, elle se dispute régulièrement, mais de là à parler de frontière, il y a une frontière là où il y a un front. Nous sommes le bastion installé sur le front quand ces 2 cités, que seule la Nivelle sépare, ont failli se tuer, sans grande subtilité. Par la médisance, frère Elizondo hocha la tête. Nous ne sommes arrivés qu'après la bataille, en 1611, quand le mal était fait, mais comme à Saorge 20 ans plus tard, on nous a demandé de venir pour panser les plaies, une passerelle. La médisance portait donc sur des accusations de sorcellerie. Comme souvent, c'est ce qui rend ces affaires délicates. On n'est jamais trop prudent. Certains en font les frais. Il y a eu des procès, des tortures, des condamnations au bûcher. La peur a régné. La peur, Isco, celle qui tourne partout, tout le temps, qui ne laisse de répit à personne. Jamais. La peur aveugle. Comme je te l'ai dit, nous sommes arrivés après la bataille. De part et d'autre de la Nivelle, on s'accusait de sorcellerie. Et là-dedans, on y fout un peu tout. Savez-vous si ma mère a subi de telles accusations? Ta mère? Tout le monde y avait droit. Les femmes surtout. Mais Alaya, tu devrais oublier tout ça. C'est ce que font les gens d'ici. Beaucoup de ceux qui ont vécu cette époque sont morts. Les autres ont oublié. Oublient. Vivent. Isco secoua la tête. Il ramassa quelques cailloux et commença à en jeter contre le tronc. Ne pas savoir a failli me rendre fou. J'ai besoin de savoir. 2 cailloux sur le tronc. J'ai appris à lire le monde qui m'entoure pour éclairer les puissants. 2 cailloux. J'ai besoin de dessiner ma propre carte. Le franciscain lui prit doucement le dernier caillou de la main et le jeta sur le tronc. En es-tu vraiment sûr? Isco retrouva Marcus le soir même dans l'une des tavernes qui bordaient la Nivelle. Le jeune Suédois avait jeté son dévolu sur la baleine de Maître Payot, après avoir fait le tour des établissements de Saint-Jean et de Cibourg. La baleine de Maître Payot était un tripot fréquenté par la corporation des galutiers, fidèle au créateur du lieu, Payot de Galutran, un maître de chaloupe qui avait fait fortune à Spitzberg et à Terre-Neuve, avait perdu 2 doigts d'un coup de couteau, une jambe d'un coup de mousqueton anglais, et 10 ans de liberté à coup de sédition, désobéissance et blasphème du saint nom de Dieu. En Suède, le bougre y aurait aussi perdu la tête. J'aime ton pays qui laisse la vie à un tel homme. On peut aussi faire pour moins que ça. Pour l'instant, frère Jean Elizondo m'a confié une mission, et tu vas m'y aider de ton art. Nous devons d'abord parfaire cette carte d'Asie, pour Dumont. Tu tiens donc tant que ça, nous en avons parlé. Je le dois pour libérer mes parents de l'étau qu'il fait peser sur leur tête. Et sur la tienne. Et donc sur la tienne. Jacques Demont devait arriver dans quelques jours. Marcus posa une chope de bière devant Isco. Il s'assit et se rapprocha d'Isco. Autour d'eux, l'ambiance était calme. La plupart des hommes étaient à la mer, certains ne reviendraient pas avant l'automne. Si tu renonces à renseigner ton Jacques Demont, tu seras vite fixé sur la nature de cette menace. Je ne peux pas faire ça sans savoir si je mets réellement en danger la vie de mes parents. Et ce Jacques Demont est un homme puissant, pas du genre que l'on coince sous un porche. Il te faudrait une monnaie d'échange irrésistible. Que serait le pire pour un intendant ambitieux? La confiance de Mazarin, j'imagine. Merci, au revoir.